Oui, il y a plein de choses. Bonjour et merci de nous accueillir aux Arcs. Bravo à tous parce que j'ai écouté plein de choses pendant 24 heures et combien de textes de gens cultivés et de métiers intéressants. Alors certes, nous, trop souvent, on va chez vous par abus de beurre, d'huile, de viande, de whisky, enfin bon. Je vais répondre à cette question. Dans la générosité, comment on peut faire pour partager? Premièrement, si je prends d'où je viens, mes origines, je viens de Val Thorens, d'une montagne insolite et où on apprend à être solitaire. En tous les cas, moi, après, tout au long de ma carrière et de mon travail, tout se réfère pratiquement toujours au côté animal. Et dans ma jeunesse, ce qu'on a entendu dans le livre, c'est vrai que j'étais plutôt fait pour faire l'école buissonnière et m'occuper des cailloux, des rivières et de tout un tas de choses. Par contre, en tant que skieur, même en tant que grand skieur, il y a des choses qu'on peut pas partager effectivement. Et par exemple, le ski pour moi, l'extrême ou les endroits où j'allais vagabonder, ça c'est des choses que je pouvais pas du tout partager, que je faisais toujours tout seul, parfois avec des risques. Et à l'inverse, la cuisine, même si à un moment on est avec des équipes ou tout seul, c'est toujours dans le but de partager, de recevoir, de faire plaisir. Alors après, quand on atteint un certain niveau, 19 ans se sont écoulés. Maintenant, j'ai ouvert ma première affaire, le Moulin de Lourmarin, à 22 ans. Je crois que je devais pleurer les premiers soirs où je devais écrire ma carte en cherchant des idées pour la créativité, par exemple, ou pour la recherche, ou pour les idées qu'on a envie de mettre en valeur dans une cuisine et dans des plats. Et là, à ce moment-là, la créativité, elle est toujours dans un grand moment de partage. En tous les cas pour moi, puisque quand je commence à cuisiner à l'âge de 16 ans et à 22 ans après pour moi, en fait, ça fait déjà 22 ans que je cuisine. Par éducation, par souvenir, par odeur, par mémoire. Et donc, moi, mon travail et ma cuisine est plutôt un vécu de réflexe insensé, mais probable, et avec un langage que je peux expliquer, que je peux pas expliquer. Quand je commence, il y a une vraie volonté en me mettant chez moi. D'abord, des gens m'ont fait confiance, ma maman. Avant elle, il y a eu 40 ans de travail qui était mon grand-père. Et donc là, il y a une vraie volonté de réussite et cette réussite pour moi, en choisissant d'être cuisinier, c'est d'avoir la reconnaissance de mon métier. Et donc, en tant qu'ancien sportif, c'était de dire, faut que je sois parmi les 20 meilleurs cuisiniers. Donc ça, c'était mon objectif de 20 ans, quand j'avais 20 ans. Mais cette reconnaissance, c'était surtout pour pas décevoir mon environnement, mes pères, mon grand-père, ma maman. Donc il y avait un fil conducteur dans cette énergie. Ma maman, mon épouse, plein de gens ont travaillé avec moi. Certes, à 20 ans, c'était une énergie plus que débordante. Je dois dire que pas mal de fin de service ou de fin de soirée, beaucoup de monde me maudissait ou alors n'avait pas envie de recommencer le lendemain. Surtout quand on fait parfois à 3 ou 4 ce qu'on devrait faire à 15. Dans le film, à un moment donné, je parle de ring, d'intensité, un service qui commence, c'est vraiment 12 rounds, et on a eu un champion tout à l'heure qui nous en a parlé, et je pense que quand on fait plusieurs rounds, on a deux solutions, ou on a mal, ou on n'a pas mal. Quand on a mal, on en a pris des coups. Et dans un service, quand ça démarre, il y a tout un tas de choses où pendant 6-7 heures, on a essayé de mettre tout en place avec une production de travail assez intense pour que, au moment où ça démarre, on soit libre de nos mains, de nos têtes et que chaque annonce, chaque plat soit compté et vu afin d'arriver sur une table pour être compris ou partagé. Moi, le meilleur moment que je ressens avec mes clients, c'est très souvent le meilleur compliment qu'ils me font, c'est de me dire
quand on mange vos plats, on sent que vous vous faites plaisir. J'ai déjà bifurqué dans votre question là. Pas trop ça. Alors, les clients. Les clients. Alors les clients, quand on a 20 ans et que c'est long, on dit ah c'était long mais c'est bon. Puis quand on a une étoile, c'est toujours bon mais déjà c'était un peu long, ça devient dérangeant. Puis quand on a 2 étoiles, si c'est long, c'est carrément plus bon. Ou même, faudrait même être dans le ventilateur de la climatisation qui doit pas tomber en panne. À croire que personne n'est tombé en panne sur le bord de l'autoroute ou n'a jamais eu sa télé qui tombe en panne. Dès qu'on monte dans les échelons à notre niveau, on devient la seule solution, c'est de jamais se laisser transpercer par une quelconque moi, en plus, en dehors de mon côté assez brutal, je suis très sensible. Donc, ma seule protection, c'est d'avoir un bouclier qui fasse que rien ne me touche. Ou même parfois, à l'inverse, qui va devenir peut-être un petit peu violent pour le client. Mais en l'occurrence, ma sensibilité doit être préservée. Maintenant, ça, c'est un petit pourcentage. Hein. La plupart des cas de nos clients sont essentiellement des clients qui reviennent 3-4 fois dans l'année, qui nous découvrent par erreur. On est en haut d'une montagne où il n'y a qu'une route. Cette erreur-là, c'est le bon sens du commerce. Chez moi, depuis 19 ans, qu'on passe à midi, à 4 heures, à 5 heures, peu importe. La porte est toujours ouverte. Et la réponse où il n'y a pas de cuisinier, c'est pas l'heure, ça n'existe pas chez moi. Et d'ailleurs, l'impossible n'existe pas chez moi. Alors par contre, s'il y a vraiment une incertitude de possibilités, le message va être je peux vous faire une assiette de fromage ou un carré d'agneau ou un verre de vin. Mais il se trouve que grâce à ça, tous nos clients qui sont passés par hasard sont des fidèles et des proches. Et donc, quand on décide d'être commerçant, c'est pas une question d'étoile ou de reconnaissance. C'est une question de choix de vie. C'est comme garder un troupeau, ou c'est comme faire des très belles fraises. Il va pleuvoir, il faut sortir la nuit, les couvrir, il faut les découvrir le matin. Donc c'est l'art du travail bien fait qui instaure des contraintes. Mais quand il est vraiment bien fait, le client le comprend, l'aime, revient pour ceci, nous encourage, nous élève, nous pousse plus loin. Ça fait des années que chaque année, les clients me disent « Ah, cette année, c'est encore mieux, votre cuisine, elle a encore changé. » Moi, ça fait 20 ans que j'ai l'impression que c'est la même chose et que c'est la même idée et que c'est la même volonté. Donc, aussi, par rapport à ce qu'on a entendu hier et ce matin et dans votre environnement, il faut surtout pas s'étouffer et s'enfermer. Il faut prendre l'hélicoptère, monter au-dessus, se regarder d'au-dessus, faire l'analyse et puis redescendre et se remettre dedans. Mais toutes les difficultés sont les meilleurs enrichissements qu'on peut apporter à nos solutions et à notre travail. Et par contre, il faut arriver à s'en sortir pour ne pas avoir mal au dos, justement, ne pas en être stressé, ne pas être tendu. Voilà, en tous les cas, moi, c'est ma source d'énergie. Alors, la salle, la cuisine, vous savez, c'est un sujet que... Alors, la salle et la cuisine... Pardon. Ouais. La salle et la cuisine, comment on fait pour qu'il y ait un partage entre ces deux équipes qui vivent pas les mêmes temps, qui rencontrent pas exactement les mêmes personnes? Aujourd'hui, c'est moins dur. On est en 2011. Il y a 40 ans, il y avait une vraie guerre entre la cuisine et la salle. C'était plus qu'une guerre, d'ailleurs. C'est pour ça que les serveurs s'appelaient les loufias. Les cuisiniers s'appelaient les lourdeaux, les poivreaux. D'ailleurs, ils mettaient du bon vin dans les sauces, mais ils en buvaient pas mal aussi. Ça a un petit peu disparu complètement avec les formules de management, d'école qui font passer par plusieurs étapes. Aujourd'hui, quand on a un BEP, un CAP ou un BTH, on a touché à la salle, à la cuisine, à la réception, à ce monde en général. Certes, ça ne suffit pas au niveau éducatif dans les écoles.
En général, chez moi, je repasse tout le monde une semaine par-ci, une semaine par-là. Alors j'ai le réceptionniste qui me regarde avec des yeux comme ça, qui se retrouve en cuisine, et en plus, il aime pas du tout la cuisine. Mais grâce à ça, des mois après, il se rappelle que finalement, quand il dialogue avec la cuisine, il s'est bien rendu compte que c'était pas le même rythme, que c'était pas le même impératif, que c'était d'autres contraintes. Et donc, ça lui permet de faire attention à sa demande ou à son comportement vis-à-vis de ce monde qui est un petit peu plus ingrat, parce que moi j'aurais pu être menuisier, c'est un métier d'odeur et manuel, sauf que le menuisier, quand on arrive pour prendre un meuble, s'il n'est pas prêt, on dit de revenir demain. Le cuisinier, quand vous avez commandé un filet de bœuf et en plus bleu ou saignant, au bout de 8, 9, 10 minutes, on se retourne, on se demande ce qui se passe. Si en plus le serveur il n'est pas très au contact de son client qui fuit, on se rend compte qu'il y a un problème. Alors le client se rend compte qu'on gère ça avec la fuite. Alors tout s'envenime et là ça devient catastrophique. Moi j'ai pas ce souci-là. Je suis autant en salle qu'en cuisine. En plus je suis assez théâtral et un bon menteur. Donc si vraiment il y avait un problème avec un client, je cours voir le client en lui disant excusez-moi, je viens de rater la cuisson, je vais la refaire. Ou mon serveur a glissé, le plat est tombé, je vais le refaire. Et d'un coup, ces gens-là, au lieu que tout tourne au vinaigre, tout devient magique puisque le client se sent un petit peu pris à part. Pour moi, on refait. Tiens, on a fait attention. J'avais 20 ans, j'écoutais une histoire, un client chez Paul Bocuse avait trouvé un petit bout de verre dans un verre, et donc le sommelier confus avait changé le verre, mais le client n'avait même pas fait de remarques ou d'histoire. Et là où on voit le sens du commerce, ou une grande maison, où le partage et la générosité, sans rien dire, au moment du dessert, est arrivée une bouteille de champagne pour ses clients. Et c'est eux qui étaient étonnés finalement. C'était stupéfaits, ils s'y attendaient même pas. Et donc, quand à un moment donné, on peut par une quelconque magie surprendre, avec parfois pas grand-chose, eh bien, on va dans le sens de notre engagement, ou à tous les cas, on gâche pas nos efforts. Parce que des efforts, aujourd'hui, vous avez tout ce qui est, quand on fait de la cuisine, ça peut être 12 heures de mise en place pour 2 heures de service. C'est un petit peu comme si on faisait 1 heure la queue pour descendre 10 minutes. Si la neige est bonne, on reste sur sa faim. Après, il y a aussi un art de vivre en tant que chef de cuisine. Moi, ça fait 15 ans que je me bats pour le patrimoine français. Je suis bien content qu'on soit arrivé à être reconnu par l'UNESCO. Entre guillemets, il faut bien comprendre ce que ça représente. Ça ne veut pas dire qu'on est meilleur que les autres, mais ça veut dire qu'on a un réel art de vivre qui est complètement différent que les autres. Et un lieu dans le monde où on est les seuls à avoir un tel divertissement de climat qui donne autant d'origine à nos traditions dans chaque région. Et c'est ce qu'on partage sur nos tables. Donc je reviens à ces clients chez nous, et à la salle et à la cuisine. La salle et à la cuisine, il y a vraiment besoin d'un vrai tampon entre la salle et la cuisine, de créer une atmosphère, de mettre les serveurs en difficulté en cuisine pour qu'ils comprennent qu'il suffit pas de dire c'est trop long, envoyer. Et puis aussi qu'ils comprennent qu'il faut pas se débiner devant le client, qu'il faut aller au devant, qu'il faut être sincère. Et dans ce cas-là, le message peut être compris. Alors bon, moi je le fais, mon épouse le fait magnifiquement bien, et c'est encore plus difficile pour elle parce que les chefs sont pas faciles à vivre. Un minimum de problème devient d'un coup une montagne. Et j'en sais quelque chose, puisque ma maman, qui a créé beaucoup de commerces, m'avait toujours dit, regarde l'objectif, va tout droit, va tout droit. Mais alors j'aurais pu être un très bon commerçant, mais peut-être pas un grand cuisinier, si j'avais toujours négligé le regard du détail. Et à un moment donné, en tous les cas, dans mon monde à moi, il faut avoir un objectif, mais malheureusement, il y a des tonnes de sentiers à passer et de petits détails, que l'assiette soit chaude, que la serviette soit pliée, que le plongeur a oublié de mettre du liquide rince-vaisselle. Enfin bon, nous sommes des aubergistes ou des maîtresses de maison, de la lumière à la musique, à la propreté, à la fleur, à l'épaisseur du papier toilette. Et quand on est assis à une table et qu'on regarde le prix d'un menu, on n'a plus toujours l'éducation à ce savoir-là et à cette attention-là. Et donc, moi j'ai un petit jeu, c'est que les clients qui n'ont pas vraiment cette attention-là, s'ils me piquent, je les pique.
Et du coup, il se trouve que, encore une fois, quelque chose s'ouvre. Et tout va 2 fois mieux, et d'un coup on est encore mieux compris. Et donc moi j'essaye de faire le tampon entre la cuisine et la salle, d'être l'exemple pour mes serveurs aussi, puisque d'être devant des clients qui arrivent de Nice, de Cannes, de Monaco, quand on est un petit jeune qui démarre, en plus qu'on a envie de faire plaisir à son chef, mais c'est pas facile. On a peur de faire une connerie, on a peur de se faire engueuler. Malheureusement, moi, je vais gronder pour une connerie, mais en même temps, je vais dire faites une connerie, parce que sinon, je pourrais pas vous gronder pour vous expliquer votre connerie, ou vous corriger votre connerie, celle qui va vous apprendre, celle qui va nous éduquer dans notre travail. Mais en tous les cas, à un moment donné, on doit devenir vraiment une vraie équipe avec le même dialogue et la même étincelle. Ce qui est la magie entre la salle et la cuisine. Alors, le temps de cueillette ensemble, le temps de la paix, de la cohésion. La cueillette, c'est aussi, pour revenir à la salle, moi, mon travail, s'il n'est pas non plus un petit peu expliqué, il peut ne pas être compris. Alors, quand je roule 300 km pour venir mettre 160 € dans un menu, le mieux, en même temps, c'est de comprendre ce qui s'est passé. Et donc, mes serveurs, ils ont besoin de porter ma cuisine sur un plateau, mais en même temps de l'expliquer, de dire de manger ci avec ça, et puis le chef a voulu ça avec ci. Et donc, en plus de passer en cuisine, ils viennent régulièrement à la cueillette au jardin ou aux herbes le matin. Régulièrement, c'est une organisation propre à nous-mêmes. Par contre, quand il y a des tensions ou des problèmes d'équipe, là, c'est pas régulièrement, c'est exprès. Alors, je vais dire demain matin, tout le monde à 7h, bam. Et puis, je vais arriver une demi-heure avant le service, encore une fois, exprès pour que tout le monde soit dans le jus, pour pas dire là. Et là, d'un coup, se créent des pôles d'énergie, des dialogues entre certains qui avaient des tensions, et puis on arrive à faire fusionner des choses en déstabilisant les gens, finalement. Donc, dans l'intervention de ce matin, on avait beaucoup et ce qui est normal par rapport à la vie actuelle, d'essayer de comprendre le problème pour s'appuyer dessus, de mettre un peu de social dedans. Bon, ben moi, le client, il est là, donc se comprendre, c'est impossible. C'est maintenant ou jamais. Donc mes seules solutions quand je dois m'appuyer sur quelque chose, c'est table rase et on recommence à zéro. Alors aussi, on avait essayé de dire ce matin qu'il fallait pas trop humilier ou de saquer quelqu'un devant tout le monde, c'est un petit peu facile. Alors c'est vrai dans certains mondes, hein, on est au 440, mais c'est pas vrai de partout. Quand on est dans un monde physique et manuel de service, et qu'on a des petits jeunes qui apprennent en regardant, en écoutant, des moins jeunes qui savent mais qui transmettent pas, des encore moins jeunes qui savent mais qui s'en foutent. À un moment donné, c'est pas le but de dénigrer ou de démolir, mais le petit pic qui remet en question et qui en même temps réveille en se disant merde, moi qui dois être un exemple, les jeunes m'ont vu, me regardent. Alors là, on remet un petit peu en question toutes les raisons qui font que le matin on doit se regarder dans le miroir, qui je suis, pourquoi je suis là et qu'est-ce que je fais. Voilà. Avec ces 3 choses-là, on peut aller en guerre. Si un matin on n'a pas une réponse à ces 3 questions, il faut changer de vie ou de métier. Alors encore un temps de partage. Est-ce que vous pourriez nous raconter votre dernière création? Comment est venue l'idée? Comment vous êtes arrivé à cette création? Et puis, pour nous faire vraiment sentir ce qu'il y a dans l'assiette, eh bien, nous raconter cette assiette. Mais oui, alors les créations, c'est une fraction de seconde, mais en même temps, c'est 20 ans de travail. C'est des idées comme ça qui sont tout le temps en train de fleurir, vagabonder par rapport à des souvenirs, des partages, des moments vécus. Mais une création, elle peut être... vous voyez, moi, depuis un mois, après notre coup de téléphone, je me suis dit, écoute, je vais rien préparer. Parce que le meilleur moment où je fais ma cuisine, c'est quand je suis au marché
Et donc, tant que j'ai pas fait mon marché, j'ai pas écrit ma carte. Et donc aujourd'hui, mon marché, c'était vous, et ce que j'avais à dire, c'était moi, ou ces années-là. Et donc, les temps de création, c'est assez compliqué. Alors, avec le passé, je me dis, mince, t'es toujours en train de sortir tes cartes à la dernière minute. Du coup, tu mets ton équipe dans le jus tout le temps à la dernière minute. En plus, du coup, tu y penses le mardi, mais je la sors le samedi soir quand il y a encore plus de monde. Alors, en même temps, je me plais dans ce monde-là parce que vu que je le sors dans des moments de difficulté, il se trouve qu'au lieu de mettre 15 jours à comprendre, on a 24 heures pour comprendre. Et vu qu'on était un peu remué à la fin du service, on fait vite un petit point et les réflexes se créent 2 fois plus vite. Alors, je me suis toujours conforté dans ce désastre qui était ma façon de m'exprimer un peu. Mais malheureusement, j'ai beau réfléchir un mois à l'avance pour sortir ma carte en temps et en heure voulu, et finalement, c'est un petit peu quand je serai le dos au mur que je vais m'exprimer et le faire. J'arrive pas à me discipliner parce que j'ai l'impression que c'est comme ça que je m'exprime le mieux. Par contre, avec les années qui passent, la facilité est là, puisque en cuisine, j'ai 2-3 personnes qui sont avec moi depuis 10-12 ans, en salle depuis 6-7 ans. Donc parfois, il nous suffit de reprendre des plats, dire tiens, on n'a pas fait ça depuis 3 ans, paf, on le remet en route. Alors là, il y a moins de difficultés. Mais quand je me cherchais vraiment, je dois dire que j'arrivais à sortir un samedi soir 36 nouveaux plats. Et à 7 heures, sans trop savoir comment j'allais le faire. Et là, j'avais des clients qui me disaient c'était long, mais c'était bon. Maintenant, avec 2 étoiles, je peux plus trop le faire, ça. Alors, je fais autrement. Je fais un plat par un plat. Une dernière création, c'était l'hiver. Ça fait 3-4 années que j'y pense. Je suis grand maître de la confrérie de la pomme de terre, de la Mona Lisa de Pertuis, où nos réunions se transforment par des patasteries. Et pour bien mettre en valeur ce monde de pommes de terre que je dois porter et représenter, en tant que bon savoyard, j'adore la tartiflette. Et en Provence, dans le Luberon, on est entre 2 cultures, alpines et méridionales. Et en même temps, j'adore les truffes. Et je gave la truffe et je plante des truffiers. Et c'est un monde que j'adore. Bien sûr, sous le manteau. Mais bon, c'est un monde qu'on aime. Et donc, pendant 2 ans, j'ai toujours réfléchi à comment mettre en valeur la pomme de terre et la truffe. Et puis, en novembre, là, cette année, il fallait vraiment que je me décide sur cette réflexion. Et puis, l'idée, je l'avais pas, quoi. Je l'avais pas. En 19 ans, il y a que 2 plats que j'ai pas fait à ma carte, que j'ai refait 5-6 ans après et qui étaient extraordinaires. C'est au moment de les réaliser, je les avais pas fait comme je les avais pensés. En les reprenant plus tard et en les montant différemment, mais avec la même recette, ça marchait bien. Donc ça, c'est des choses que je peux pas vraiment expliquer. J'écris toujours mes plats et ma carte avant de les faire. C'est toujours sur la réflexion et le souvenir ou le partage. Ce plat, comment il est né? J'avais une machine en cuisine qui me permet de faire des guirlandes de pommes de terre ou de carottes. Et d'un coup, la guirlande de pommes de terre, ça a été le déclic à mes 2 ans de réflexion. Parce qu'en fait, je savais pas comment faire ma patate, si je la faisais vapeur, mixée, pas mixée. De nos jours, tout le monde est dans des techniques de froid, azote, gelé. Moi, non, c'est tout simple. C'est juste le produit. Et d'ailleurs, chez moi, on mange que le produit et le goût. Mais ça peut créer des contraintes de réflexion. Cette guirlande de pommes de terre a été le déclic. Je me suis dit, voilà, ma tartiflette, là, je l'ai. Mes pommes de terre, je les cuis à la vapeur de vin blanc. La vapeur de vin blanc, pour moi, ça rappelle la tartiflette. Pour faire une bonne tartiflette, il faut déglacer des lardons et des oignons au vin blanc. Et c'est cet amalgame d'odeur, de fumée, de lardons, d'oignons et de vin blanc qui donne ce goût à cette pomme de terre. Et la truffe, j'avais plus qu'à la rajouter dessus. Mais il manquait mon petit côté savoyard. Et par hasard, dernièrement, dans un concours culinaire où j'étais le parrain, le sujet du plat, c'était le vacherin. Alors, je dis à l'organisateur, pourquoi le vacherin? Il me dit, parce que le vacherin suisse a été interdit du marché. Non, ça a été mon déclic. J'ai dit, si ça a été interdit du marché, il faut que je fasse le vacherin, parce que ce produit n'a pas le droit d'être interdit. Et c'était le goût qu'il me fallait pour ma tartiflette. Et donc, ça devient un écrasé de pommes de terre râpées à la truffe, avec alors c'est un plat des années 60, si on voulait le voir. Ça fait un peu les bigoudis.
J'appelle ça des bigoudis. Et donc c'est une guirlande de pommes de terre Mona Lisa de Pertuis à la vapeur de vin blanc, servie avec une émulsion de vacherin. Et là, je peux un peu faire mon métier de commerçant. Je vais à la table avec mes clients et je râpe des truffes dessus. Et c'est un pur bonheur avec uniquement du vacherin, de la pomme de terre et des truffes. Très simplement travaillé. Voilà, alors ça c'est une création que j'adore parce qu'elle me représente complètement. Elle est brute, elle est simple et elle est pleine d'expressions dans le gustatif. Voilà, et dans ma cuisine, les expressions gustatives sont primordiales puisque ce qui compte, c'est que tout soit fort en goût. Donc si je cuisine un rouget, je vais faire un vrai fumé de rouget. Si je fais un boudin d'oursin, je vais toujours... Alors après, il y a des trucs. Moi, je vais rajouter ci, ça, qui n'ont rien à voir avec le plat, mais qui sont un amalgame de choses qui vont exploser le goût. Donc pour avoir un meilleur goût d'oursin dans un boudin de sol, je vais rajouter des oursins. Ou alors je vais avoir beaucoup de poivre et de cognac et de feuilles de laurier. Et puis après en cuisinant, je découvre qu'en faisant réduire du beurre et du porto et du laurier, j'ai déjà le goût de truffe sans mettre de truffe. Donc après, une création, ça peut être au marché, une couleur va donner naissance à un plat. Un client va me dire « Ah, moi je le mangeais comme ça ». Et d'un coup, je vais réfléchir sur ce qu'il m'a dit, et c'est tout de suite un plat. Et puis après, d'autres clients vont me dire « Ah, moi, j'ai jamais mangé de cervelle d'agneau depuis 25 ans, parce qu'on me forçait à les manger, donc j'avais horreur de ça. Chez vous, je l'ai adoré. » Et presque avec une larme à l'œil. Donc, la sensibilité du goût, de la gourmandise, du partage de ce qu'on fait, c'est magique et irréel de plein de confusion, de bonheur, mais derrière, franchement, on est, pour arriver à avoir une rigueur de travail, avec ce qu'on nous demande de nos jours, des températures de frigo, des décartonnages d'arrivage, une hygiène à pouvoir manger par terre, même si on ne nous le demandait pas, nous, chefs, c'est ce qu'on aime. Malheureusement, s'il faut quelqu'un pour faire la première page du Vaucluse matin, c'est mieux Édouard Loubet que le petit vendeur de frites de bord de route. Donc moi, on va venir me voir 3-4 fois par an, un dimanche midi en plein service, en étant sûr, pas qu'on vienne m'embêter, mais qu'on puisse trouver quelque chose qu'il fallait pas trouver. Et d'ailleurs, ça m'est arrivé pour la naissance de mon fils. Donc après, on a un amalgame de tensions. Alors moi, c'est assez génial parce que moi, j'ai aucune pression. J'en reviens à monsieur tout à l'heure pour les papiers. Voilà, il faut vendre du papier, qu'ils en vendent. Il y a 20 ans, j'étais l'ennemi de la presse parce que je leur disais que c'était parce qu'il fallait vendre du papier. Alors ils ont nommé des numéros 1, 2 ou 3 mondiales. Un chef de cuisine, il n'a pas de ligne d'arrivée, il n'a pas de chronomètre. On ne peut jamais être premier. Par contre, on peut avoir sa clientèle et être aimé de ses clients. Mais mes clients vont peut-être pas aimer Paul Bocuse et ceux de Paul Bocuse vont peut-être pas m'aimer moi. Donc c'est encore un partage de sensations, d'affinité. Quand on s'assoit chez nous, tout est beau. Normalement, ça devrait être génial. Mes serveurs, quand je les forme, je leur dis « Attendez, arrêtez de me casser les bonbons. Ici, vous avez rien à faire. La vaisselle est belle. La nappe est belle. Les fleurs sont belles. Tout est beau. Vous avez juste à être un pion, un moment, qui doit faire la magie de ce qui est autour de vous. Alors, ne me dites pas que c'est difficile. Vous n'avez rien à créer à part me comprendre, m'écouter, et après créer ensemble si vous êtes dans ce sillon-là. » On m'a souvent demandé ces 2 jours la formation, qui est le réel, ce qui est le plus important dans notre travail. Malheureusement, quand je fais des sessions de formation et que je suis pas dans mon restaurant, c'est très constructif, c'est très formateur, c'est très passionnant. Quand il y a la passion, les gens ont envie de faire ce qu'on fait. Par contre, quand je forme dans ma maison, il va y avoir 1 sur 20 qui s'accroche au wagon, parce que on est toujours en 6e, ça s'arrête jamais, c'est un petit peu comme dans les urgences. Et donc quand on est jeune, si on n'a pas eu l'éducation, alors il se trouve que ceux qui viennent du monde paysan s'accrochent plus facilement. Ceux qui ont été un peu trop dorlotés, ils ont eu des tonnes d'incompréhension psychologique à ne pas comprendre ce qui se passe dans le monde, dans la cuisine. J'ai des amis qui ont une ferme auberge que j'adore, et à chaque fois que je vais la voir, elle a 50 ans, je dis mais quand même, t'as jamais un cuisinier, t'es toujours avec tes filles. Et à chaque fois, elle me regarde en me disant « Édouard, en famille, on peut tous dire. » Et dans le monde de la cuisine, on doit être une famille,
en plus d'une équipe. Parce que parfois jaillissent des tonnes de contraintes, ou même, moi j'adore respecter énormément tout ce qui est autour de nous, êtres humains, mais dans ma cuisine, parfois je peux manquer de respect à n'importe qui, et à n'importe quoi, et pour n'importe quelle petite chose, parfois, juste parce qu'on a répété 4 fois et qu'une fois c'était déjà trop. Donc ça doit être un monde assez en osmose. Et donc, dans ce rythme-là, beaucoup n'accrochent pas le wagon sur une année de travail avec moi. Les meilleurs font 2 à 3 ans. La plupart se mettent à leur compte très jeunes. D'autres durent. D'autres sont jeunes, vont voir ailleurs, mais s'ils viennent 2-3 gros qui sont passés chez Loubet, ils vont aller chez Pourcel ou ainsi de suite. En tous les cas, chez moi, ceux qui sortent de chez moi, ils s'accrochent bien ailleurs. C'est un apprentissage plutôt de vie chez moi, pas de cuisine. Que ce soit de la propreté, du jardin, des courses, de l'achat. Parce qu'un cuisinier qui sort d'école, il ne sait pas que le premier sou qu'il gagne, c'est pas ce qu'il vend, mais c'est celui qu'il a gagné à l'achat, quand il a négocié 1 euro de moins son kilo du carré d'agneau. Et vu que moi j'ai un grand jardin, j'ai 6 hectares de jardin, alors mes cuisiniers, je fais souvent les poubelles, et je dis c'est quoi ces carottes-là? Ben, chef, c'est du jardin. Alors, on les a pas payées. Alors je suis obligé d'expliquer qu'on les a semées, qu'on les a récoltées, qu'on les a épluchées. Vu qu'on les cultive nous-mêmes, il n'y en a aucune de droite. Et en plus, elles arrivent avec de la terre, donc elles sont plus difficiles à éplucher, et il faut les laver. Et donc le gars, il comprend toujours pas que ça coûte 2 fois plus cher. Par contre, quand il en faut 15, on n'en a que 15. Et tous les jours, il n'y a rien qui dort au frigo. Maintenant, il n'a toujours pas compris que 2 fois plus cher, c'est quand même 4 fois si on travaille avec un coefficient 4 ou 6 ou 3. Parce que la carotte qui vaut 1 euro, quand on la jette, si on doit avoir un coefficient 3, elle vaut 3 euros. On jette ce qu'on aurait dû vendre. Et bien ça, on a beau avoir fait toutes les études du monde, quand on leur explique ça, ils comprennent rien. Alors, le temps de la reconnaissance maintenant. La reconnaissance qu'on reçoit et la reconnaissance qu'on donne. Alors, la reconnaissance qu'on reçoit, comment est-ce qu'on obtient, et c'est un long parcours du combattant, 2 étoiles, comme vous l'avez fait, et comment vous vivez cette reconnaissance? Quels sont les risques? On a parlé plusieurs fois de la routine, de la grosse tête. Et puis, la reconnaissance que l'on donne. Alors, par rapport à votre femme Isabelle, moi j'ai petit à petit compris que vous la respectiez plus encore que je ne l'avais perçu au début, parce que sa vie, ses souhaits, sa région, vous la respectez au point que parfois vous quittez Beaunieu et que vous venez à Manigot et dans les Aravis. Et puis par rapport à votre maman, dont vous avez parlé un peu, qui vous a beaucoup aidé, et puis par rapport à vos maîtres, la reconnaissance par rapport à vos maîtres. Ben là, la reconnaissance, c'est toujours un choix de vie. Alors, si on a des gros loyers, pas chez soi, en ville, si on a 3 étoiles, bon, bah, faut être plein midi et soir. Alors, il y en a plein, ils vont prendre la grosse tête parce qu'ils vont fréquenter tout un tas de monde qui sont proches du people ou qui ont les moyens et qui remplissent le restaurant du matin au soir. Et donc ça, je ne le juge pas parce que moi, je suis dans la campagne et il faut faire un effort pour venir me voir. Et donc, je ne peux pas avoir la grosse tête parce que sinon, je serais toujours vide. Et en plus, mon souci, c'est en plus d'avoir 2 étoiles, je me coupe de mon monde qui est autour, ma région, et qui est « Ah, ça, c'est pas pour nous ». Alors, je suis tout le temps en train d'aller sur les marchés, encourager les paysans. « Ah, Loubet, tu viens, on fait un machin. » Alors, je suis là avec mon saucisson, mon machin, pour pas me couper et pour avoir cette reconnaissance qui est quoi? Qui est moi, qui est ma simplicité, mon être, ma générosité. Et alors les gens disent « Ah, mais vous avez un menu à 58 € chez nous ?» Ils habitent en bas du village. Je fais de la pub toute l'année. Il y en a qui viennent de 500 km qui le savent. À 500 mètres, ils le savent pas. Alors, cette reconnaissance-là, moi, la meilleure reconnaissance que je peux avoir, c'est quand même de ne pas me couper de mon monde et de mon terroir. D'ailleurs, dans ma maison, on travaille du 100% Vaucluse. À part 2-3 petites particularités, du 100%
pas bio, mais le plus raisonnable possible. Ça, c'est les meilleures reconnaissances que je peux avoir pour moi et pour les gens qui m'entourent, les paysans qui m'entourent. Et d'ailleurs, les paysans qui m'entourent, c'est génial parce qu'au fil des années, j'ai même plus besoin d'aller les voir. Ils se parlent entre eux. « Allô, j'ai ça pour vous. Allô, j'ai ça pour vous. » Et donc, il se crée une magie où, quelque part, cette reconnaissance-là, c'est que j'ai dû faire ce qu'il fallait pour. Mais j'ai pas le sentiment d'avoir dû le faire. Parce que c'est l'éducation montagnarde que j'en ai, d'être proche de ce monde-là. Après, dans la réussite du travail, d'avoir cette reconnaissance, c'est génial. C'est génial. Moi, c'est vrai que quand j'ai eu une étoile ou une deuxième étoile, j'avais envie de pleurer et rire en même temps. Pleurer parce que je me rappelais de ce qu'il avait fallu faire, et rire parce que je me disais que finalement, c'est pas n'importe quoi, mais c'est toujours... Il n'y a pas de chronomètre. Donc, on dépend du voisin, de la région, des règles, du politique. Moi, un jour, vous savez, j'ai mis quelqu'un de champ... pas une fois... Tous les gens qui se comportent mal chez moi, je les mets dehors du restaurant. Mais un soir, en fin de service, j'appelle mon épouse, je dis, écoute, tu sais qui c'est, monsieur Berger? Elle m'a dit oui. Et donc, il s'était très très mal comporté avec mon personnel, et donc je l'avais viré du restaurant. Bon, je ne savais pas qui c'était. Mais bon, un jour, Malkovich mangeait là, je ne savais pas qui c'était non plus. Alors, on est comme on est. Mais pendant 4-5 ans, après avoir fait ça, quand même, j'ai plus vu de presse, où on n'a plus parlé de moi. Donc, dans le monde parisien, de ceux qui sont près des médias, M. Berger avait dû, quelque part, arrondir ses satisfactions à mon côté brutal. Il avait cru qu'avec un billet de 500, il pouvait acheter le personnel et leur parler comme rien. Alors... Voilà, alors là, dans ce moment-là, avoir une étoile ou 2 étoiles, c'est génial, mais à quoi ça tient, je ne sais pas. En tous les cas, ça tient à énormément de travail, à énormément de passion, à énormément de partage et à énormément de régularité. Maintenant, au bout de tout ça, pourquoi Olivier Rollinger va attendre 12 ans, sa 3e étoile? Pourquoi il y en a, ils l'ont au bout de 2 ans? Pourquoi cette année... Il y a des 2 étoiles qui ouvrent au bout de 6 mois qui n'ont pas pu être contrôlées. Donc après, faut accepter. Il faut accepter d'être jugé. En tous les cas, en 99, j'avais décidé de ne plus être jugé en écrivant à tous les guides, en leur disant qu'il ne fallait plus me nommer. Alors vu qu'ils sont plus intelligents que moi, ils m'ont gentiment écrit en me disant que le droit du lecteur ne pouvait... je ne pouvais pas les interdire d'au moins de parler de moi, même si on ne mettait pas de notes. Donc finalement, après, ça m'est passé. En vieillissant, je m'améliore quand même pas mal. Mais cette reconnaissance-là, pourquoi je peux aller voir ma femme, pourquoi je peux m'en aller de chez moi, parce que j'ai beaucoup travaillé pour me faire une équipe. Et je pars du principe que ma maison, que je sois là ou pas là, ça doit être la même chose. Un petit peu comme ce que disait monsieur ce matin pour Yves Saint-Laurent. Bien sûr, après, sur le sel, l'assaisonnement, les sauces, il ne faudrait pas que je m'en aille trop longtemps non plus. Mais il y a le travail d'une équipe qui est fait, là, de longue haleine, très terre-à-terre, avec beaucoup de rigueur. Ceux qui même me suivent mais savent combien parfois c'est difficile. Et je crois que le meilleur résultat, la meilleure reconnaissance que je peux avoir, c'est cette équipe qui est fière de travailler avec moi, et moi fier de les avoir avec moi, mais aussi de pouvoir m'en aller et les laisser tout seuls. Quelquefois. Alors vous avez quand même une vie en 2 temps, une vie à la montagne et puis une vie dans le Luberon, et la montagne, c'est plutôt Isabelle qui crée et qui dirige. Oui, c'est un peu ça. Oui, c'est un peu ça. Moi, j'ai gardé un chalet familial. Je suis la 4e génération de femmes dans ce chalet, toute petite auberge dans la vallée des Aravis. Mais c'est la maison de mon cœur, et donc tous les hivers, on repart, on en montagne, comme on dit ici au pays, on en montagne de la mi-novembre à la mi-avril.
Alors, jusqu'à présent, la Bastide était fermée tout l'hiver. Donc, on passait vraiment tout l'hiver, tous les 4 avec les enfants là-haut. Et c'est vrai que cette année, Édouard a fait quand même pas mal d'allers-retours entre la Provence et la montagne. Mais ce retour comme ça à nos origines, et c'est pour nous, je crois que c'est... On se ressource, on se recharge pour le reste de l'année et pour pouvoir après faire le travail de la Bastide qui est complètement différent en fait. À la montagne, on reçoit des gens dans notre maison un petit peu. Alors, c'est parfois la même clientèle entre le sud et la montagne, mais le comportement des clients change aussi. Et puis nous aussi, certainement. Voilà, c'est autre chose, c'est plus... C'est surtout ce qui nous permet de ne pas se couper de notre métier et, comme on a entendu ce matin, de redescendre dans nos équipes et sur le terrain. Là, en l'occurrence, c'est nous-mêmes, nos équipes et le terrain. Et nos clients ont les mêmes attentions que dans un établissement comme un Beaunieu, mais on vient surtout pour les vacances, le loisir et le ski. Donc ce qui compte, c'est de se coucher tôt et de manger bien. Par contre, quand on a la qualité d'Isabelle... on s'occupe des chaussures, des bâtons, des skis, du moniteur, du coup oui, on s'occupe de rien. On vient pas à Manigo pour manger, c'est vrai, c'est pas la priorité. On fait une très bonne cuisine, mais on se retrouve en train de faire le concierge, le patron, le cuisinier, le serveur. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Et la magie de notre métier, c'est d'être des vrais aubergistes. Et donc, à un moment donné, si on gère 50 personnes, c'est bien. Mais quand on est plus que nous, 5 ou 6, et qu'on fait tout, on se rend aussi compte des difficultés qu'on demande à nos équipes par moment, puisqu'à un moment donné, on l'est. Et je me rappelle, après avoir eu ma 2e étoile, il n'y avait plus de gars dans ma cuisine. Et parfois, en service, je pleurais de me rendre compte ce que j'arrivais à demander à des gars et qui me paraissait déjà très difficile pour moi. Et donc, quand on se retrouve tous ensemble dans nos petites maisons comme ça, familiales, on a 9 chambres, et on fait tout, et c'est un vrai apprentissage familial. On est plus détendu à la montagne, on est plus détendu. On est plus détendu, oui. Mais quand même, moi, chez moi, à Beaunieu, j'ai jamais le sentiment de devoir perdre une étoile ou d'en gagner une. Adviendra ce qui adviendra. Par contre, le travail bien fait, ça, c'est ce que j'aime, et donc c'est ma rigueur de tous les jours. Alors, je crois qu'on va les applaudir tous les deux, puis vous laisser un temps de questions-réponses.